Donc Cynthia Choquet, pharmacienne Lomedit Hauts-de-France. Autour de la table, on a d'autres membres de l'équipe de Lomedit. On a donc avec nous normalement Julien Petit qui est sur le site d'Amiens et Isabelle Carpentier qui est coordinatrice sur le site de Lille. Et puis côté RSQ, SRH, je vous laisse vous présenter également. Donc, Noël Vidal, chargée de mission paramédicale, avec notamment le sujet PAM, en tout cas le déploiement du test PAM sur la région. Et puis Laurine, qui a coupé sa caméra. Donc, Derrière. pour rappel, pour ceux qui se sont connectés avant ou qui viennent de se connecter, c'est un webinaire qui est enregistré, qui sera mis à disposition en fait sur nos deux sites. Vous récupérez également la présentation, la note comme celle de nos intervenants. Comme on est quand même pas loin de 150 inscrits, on l'a mis en mode caméra et micro coupé de votre côté. Mais si vous avez besoin d'intervenir, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous avez le chat mais qu'on préférait réserver au fait de lever la main, activer les micros, ce genre de choses, ou passer en tant qu'animateur si vous voulez partager des choses. Donc ça, à destination à la fois de nos établissements accompagnés et puis de vous, intervenants. Mais de préférence, utilisez s'il vous plaît la partie questions-réponses si vous, voilà, vous avez vraiment des points précis au niveau du PAM qu'on va dérouler hein, aujourd'hui. Ça pourra faire partie d'une seconde foire à questions, parce que pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, on avait animé un premier webinaire il y a un an quasiment à date. Et on avait réalisé une foire à questions régionale qu'on avait complétée et on avait échangé justement avec notre chef de projet HAS pour valider un certain nombre des réponses et des éléments. Donc il y a toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent, mais voilà, si jamais on y répondra bien volontiers, mais un certain nombre de choses sont déjà, voilà, ont déjà été répondues dans la première partie. Et on va prévoir des temps d'échange entre notre intervention et les interventions des établissements. Donc, on a normalement aujourd'hui 6 établissements sur 7 qui ont été accompagnés, qui devraient intervenir en fonction voilà, de notre vitesse de déroulé et du fait qu'il y ait des certifications en fait, qui soient en cours dans 2 des établissements. Voilà, on intervertira peut-être certaines interventions pour prioriser à la demande. Donc, on va démarrer. Noël, je te Oui. laisse la main. Euh, on a déjà dit. Donc, d'abord, on va commencer par un petit rappel, hein, ou en tout cas vous redonner la définition et les objectifs du PAM. Hein. Qu'est-ce que c'est? Donc, PAM, c'est bien patient en auto-administration de ses médicaments. Ça permet quoi? En fait, de donner la possibilité au patient volontaire de s'administrer lui-même tout ou partie de ces médicaments hein, qui lui sont prescrits au cours de son hospitalisation. Cette prise de médicaments, elle peut être seule ou accompagnée. Hein, il y a différents niveaux du PAM pour cela, et sous réserve d'une décision médicale favorable en accord avec l'équipe de soins. C'est une décision pluridisciplinaire. Toute l'équipe valide la proposition de PAM au patient et la décision médicale valide le tout. Et tout ça doit être tracé dans le dossier du patient. Diapo suivant. Les enjeux du PAM, hein, si on vous redonne un peu les mots-clés par rapport aux enjeux du PAM, c'est bien sûr l'autonomie. Le but, c'est vraiment d'affirmer l'autonomie du patient et de maintenir ou de renforcer ses compétences, en tout cas, pour que le patient puisse prendre ses médicaments qui lui sont prescrits et comprendre hein, aussi ces médicaments. En équipe pluridisciplinaire, c'est ce que je vous disais au préalable, hein, il faut vraiment renforcer le travail en équipe pluridisciplinaire autour de ces décisions PAM. La continuité, c'est-à-dire de réduire les risques d'erreur lorsque le patient quitte l'établissement. On sait qu'il y a souvent des problématiques de patients qui se trompent ou qui n'ont finalement ont des ruptures de prise en charge médicamenteuse à la sortie. Donc là, le but, c'est vraiment aussi de permettre une continuité sur la prise en charge des traitements du patient. L'adhésion, comme je vous disais aussi auparavant, hein, c'est améliorer la compréhension du patient sur ses médicaments hein, pour qu'il puisse les prendre seul et être, du coup, renforcer son adhésion au traitement. S'il ne les a pas bien compris, souvent ils disent qu'ils ne prennent pas certains médicaments, mais parce que finalement, on se rend compte qu'ils n'ont pas bien compris l'intérêt du médicament. Et tout ça,
dans la sécurité hein, des soins, la sécurité de laisser des traitements aux patients sans qu'il y ait de risque à ce que d'autres patients viennent les prendre. Donc, et aussi, on n'oublie pas hein, derrière le slogan, hein, le bon médicament, selon la bonne dose, au bon moment, selon la bonne voie d'administration et de manière continue dans le temps. Ou mettre en œuvre le PAM. D'abord, une structure sanitaire. Hein, aujourd'hui, le PAM, c'est surtout pour les structures sanitaires qui sont volontaires. Il faut vraiment une volonté de la direction, de l'établissement, des équipes et du patient, comme je vous disais. Ça peut être appliqué à différents séjours et secteurs d'activité, hein, même l'USLD, les HAD, la psychiatrie, les SSR, les dialyses, la pédiatrie. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous les secteurs sanitaires. Et ça peut se déployer de manière priorisée dans certains services de soins. On n'est pas obligé de lancer le PAM dans l'établissement de santé dans sa globalité. On peut commencer par des services et étendre la mise en place du PAM aux autres services en fonction de la maturité des équipes qui sont dans les services de soins, en fonction des organisations des soins aussi, et des organisations de certains services, et puis aussi, bien sûr, hein, sans oublier la présence du pharmacien clinicien qui a tout son intérêt aussi dans la mise en place du PAM. Je le redis encore, une implication de tous les acteurs, la direction, les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, les soignants, tout le monde doit être impliqué dans cette démarche. On vous remet les liens vers le guide PAM et les outils qui ont été travaillés au niveau de la HAS, hein, avec une page dédiée sur le PAM, sur laquelle vous pouvez retrouver donc le guide et puis des outils dédiés. Et puis, on vous a mis également des liens pour sensibiliser les professionnels de santé, hein, le lien pro et un lien patient qui permet de sensibiliser les usagers. Hein. Ce sont des petites vidéos de sensibilisation qui ont été travaillées par l'Omédit Bretagne. J'ai un trou. C'est ça, L'Omédit Bretagne. Bretagne. C'est exactement. Merci, excusez-moi, j'avais un doute. Voilà, donc surtout, vous pouvez les utiliser, elles sont très bien faites. Les outils qui sont également mis à disposition par la HAS, donc il y en a plusieurs. Hein, après, à vous de choisir ceux qui vous concernent le mieux, que vous arrivez le mieux à utiliser. Nous, c'est vrai qu'on en a au niveau des Hauts-de-France que l'on préfère, hein, notamment l'outil 1, support d'information et d'engagement du patient, l'outil 2, avec lequel nos établissements ont également se sont vraiment appuyés. L'outil 8, qui est un exemple de plan de prise du PAM, et bien sûr l'outil 13, qui est la FAC, sur lequel il y a quand même pas mal de réponses à vos questions. Voilà. Donc cette Voilà, fac-là, c'est la fac HAS. Hein. C'était la fac qui tout de suite accompagnait en fait le guide dans sa version longue et sa version courte. Et c'est vrai, comme le disait Noël, que les établissements accompagnés, bon, certains pourront en témoigner dans quelques instants, ont beaucoup, et bon, c'est vrai que nous on les a incités, mais beaucoup utilisé et se sont réappropriés en fait, notamment l'outil 2. L'outil 8, bon, on en discutera par rapport à la partie administration, mais vous allez la voir en fait juste après. oui. Donc l'outil 2, allez, vas-y, excuse-moi. Ah non, non, mais tu peux. Voilà. Bah, l'outil 2, voilà, hein, celui qui a été repris par pas mal d'établissements, mais effectivement, ils pourront en reparler après. Il est très complet. Après, chacun a pu utiliser ce qu'il avait besoin ou ajouter en fonction en fonction de ses besoins, en fonction de ses patients. Voilà, mais il est vraiment complet, il est assez apprécié, hein, cet outil. Et le plan de prise du PAM, donc l'exemple, c'est pareil, est assez complet et permet aussi de voir un petit peu sur quoi il faut s'appuyer C'est pour remettre c'est vrai que au c'était patient. un point où en fait on s'est retrouvé, vous allez le voir hein, dans la restitution avec une problématique qui était celui d'extraire le plan de prise des DPI actuels. Donc c'est pour ça que l'outil 8 était un peu là comme type de modèle aux attendus, notamment du PAM en niveau 2. Et le dernier qui est un peu moins connu,
Le dernier qui est un peu moins connu, sur lequel enfin, un outil justement moins connu, mais qu'on vous redonne à chaque fois, c'est celui de sensibilisation des patients. Voilà, en cours d'hospitalisation, prendre ses médicaments de façon autonome. C'est un document à destination des usagers et de même, hein, très complet, vraiment bien explicite pour remettre aux patients. Voilà, certains établissements aussi peuvent, au besoin, ajouter des éléments dans ces documents, puisqu'ils sont en version Word, donc on peut tout à fait les réajuster. Celui-là, il a été beaucoup utilisé plutôt sur le côté, en fait, intégration dans les documents actuels d'information patient. Pour l'explicatif en fait du PAM de manière générale, avec le côté, voilà, concrètement, on explique ce qu'il est, ce que c'est que le PAM avec un langage de mots quand même qui est relativement simple. Donc, ça a été très facile. En fait, c'est vrai qu'il est arrivé à point nommé de l'accompagnement quand on a voulu le démarrer en région de France et tout de suite on a pu le proposer et il a été très très rapidement intégré par les établissements. J'ai mis du coup un décan, je vous ai ouvert le droit panéliste. Normalement, ça va fonctionner. Vous entendez un décan? Le souci, ouais. Sur le micro. Voilà, c'est parti. Voilà, ça y est. Bienvenue. Donc, Vous nous entendez? Oui, oui, ça passe, merci. ah, y est, c'est bon. Bonjour Merci. à tous. Bonjour à tous. La mise en place du PAM, ça nécessite quand même des étapes, hein, au préalable. Avant toute chose, la première étape, c'est de s'assurer que le patient est éligible au PAM. Éligible au PAM, ça veut dire que le patient il est hospitalisé dans une structure sanitaire, que le patient est volontaire, hein, il a vraiment envie de participer à la prise en charge de ses médicaments, qu'il est, j'ai un truc qui se met devant mon écran, qu'il est informé sur le PAM, ce que c'est, à quoi ça va lui servir, pourquoi faire le PAM, et puis surtout que le patient est stable. Si le patient n'est pas stable, ça veut dire que ces traitements, les prescriptions médicamenteuses peuvent être modifiées à tout moment, donc c'est plus compliqué dans ce cas-là de laisser le patient en autonomie sur la gestion de ses médicaments. Ouais, pour compléter en fait le propos de Noël, le but c'est vraiment savoir si le patient connaît ses médicaments. On va avoir des informations sur la connaissance du patient autour de ces médicaments, s'il sait les identifier, s'il arrive à reconnaître leur nom, leur apparence, quelle dose, à quel moment il doit les prendre, s'il sait dire pourquoi en fait il prend ces médicaments. Donc c'est ce côté en fait patient informé et l'autre chose, c'est le côté de sa capacité à faire. C'est-à-dire que, le patient va être en capacité de lire l'ordonnance, de lire le plan de prise, de lire l'étiquetage des médicaments, d'autant plus, avec les substitutions en cours d'hospitalisation, rapport à vos livrets. Et puis, ça va être tout le côté aussi de manipulation, en soi, parce qu'on va laisser à un moment donné sur un PAM de niveau 2, les patients en capacité en fait d'ouvrir eux-mêmes, du moins de prendre eux-mêmes sur une période beaucoup plus importante qu'une prise ou qu'une journée. Et donc il faut savoir s'il va être capable d'ouvrir les emballages, de couper un comprimé en deux, voilà, de compter des gouttes, ou même s'il est capable justement de demander de l'aide pour pouvoir faire ça. Voilà, donc on va être dans la deuxième étape où effectivement on va être dans cette analyse, hein, comment le patient a l'habitude de gérer ses médicaments, comme disait Cynthia auparavant, est-ce que déjà au domicile il le fait seul, parce que effectivement si déjà au domicile il le fait seul, ça peut être, voilà, des fois ils aimeraient bien aussi pouvoir gérer leurs médicaments de ce fait à l'hôpital. Quels sont les facteurs de risque du patient? Voilà, si on sait que le patient il est un petit peu il est dément ou il a des problèmes de compréhension, voilà, est-ce que vraiment il faut l'inclure dans le PAM?
On va évaluer les médicaments aussi, quelle est la complexité. Est-ce qu'il y a une complexité sur certains médicaments dans leur prise ou dans leur dilution ou la dose qui peut être parfois difficile à comprendre, voilà, ou des demi-doses qui doivent changer un jour sur deux, enfin, vous voyez, un petit peu par rapport aux anticoagulants. Voilà. Donc, est-ce qu'il est capable de gérer ça? Est-ce que le patient le souhaite? Voilà, on revient toujours au souhait du patient, mais vraiment, le patient est au cœur de cette prise en charge médicamenteuse. Évaluer ses compétences, donc est-ce qu'il en a la connaissance, est-ce qu'il connaît bien ses médicaments et à quoi ça lui sert? Et du coup, s'il a une meilleure connaissance de ses médicaments, il va être plus adhérent à cette gestion en autonomie. Et puis, est-ce qu'il en a la capacité de le faire, hein? On a pu voir aussi que parfois, au niveau des accompagnements tests, que le patient, tout simplement, peut avoir des difficultés pour déblistérer un médicament, surtout en mode réétiquetage. Et du coup, comment il peut faire le patient par rapport à ça, entre autres. Et puis, bien sûr, on évalue l'adhésion du patient par rapport à cette prise médicamenteuse. Est-ce que c'est déjà un patient qui adhère bien et qui suit bien ses traitements ou est-ce qu'il y a déjà des difficultés par rapport à cette prise en charge médicamenteuse? Si le patient est en HAD, bien sûr, il y a aussi tout le contexte HAD, comment gérer les médicaments au domicile, est-ce qu'on peut les laisser ou pas les laisser, enfin voilà, il y a aussi tout ce contexte. Et tout ça donc permet, diapo suivante, de passer au processus décisionnel. Voilà, on a pu évaluer le patient, hein, le choix du patient, comment le patient gère ses médicaments, quels sont les facteurs de risque, etc. Et en HAD, à partir de ce moment-là, on va passer dans la définition par l'équipe de quels médicaments on va inclure ou pas au PAM, puisqu'on n'est pas obligé d'inclure tous les médicaments. Et puis, à quel niveau du PAM le patient va, sur quel niveau du PAM on va lui définir, enfin, sur quel niveau on va définir le PAM du patient. Niveau 0, niveau 1, niveau 2, on en reparlera juste après. On va aussi avoir cette décision médicale favorable, hein, après concertation de l'équipe, je vous le disais tout à l'heure, hein, vraiment, il y a une concertation d'équipe et en fonction de cette concertation, le médecin validera. Et puis, on va proposer au patient un contrat avec, sur ce contrat, le niveau de participation qu'on lui propose, niveau 0, niveau 1 ou niveau 2, et pour quel médicament. Est-ce que tous les médicaments seront en niveau 2, par exemple? Et bien sûr, donc, après l'engagement du patient, on peut lancer le PAM. Bien sûr, ce n'est pas parce que le PAM est lancé qu'il n'y aura pas derrière un suivi et une réévaluation régulière du niveau PAM du patient. Ces 3 diapos, c'est une infographie qui a été mise en place sur Geniali et auquel vous aurez le lien, en fait, hein, pour pouvoir aussi vous sensibiliser les équipes sur le PAM. Et donc, ensuite, Mais j'ai cliqué, mais en fait, comme je suis en partage de PowerPoint, ça se voit pas. Mais en fait, derrière en fait, chacune de ces présentations, en fait, il y a des petites, des Geniali, des visuels qui sont complètement dédiés, qu'on utilise en tant qu'outil, que vous-même, vous pouvez récupérer et utiliser pour présenter le PAM dans vos établissements. et qui redéfinissent, hein, chaque case est bien redéfinie et redonne les informations nécessaires. Donc, dernier point, voilà, je généraliste sur le PAM, le côté en fait définition du type de niveau. Donc, on avait classé entre guillemets un patient 0 qui est un patient hors PAM, hein, d'emblée en fait, dans nos critères en fait d'évaluation, on l'avait orienté, on le pensait pour, mais lors de la concertation d'évaluation d'autonomie, on estime qu'il n'est pas éligible. L'administration, de ce fait, elle est de base, comme elle doit se faire, à savoir réalisée par l'infirmière. Pour autant, on pourra réaliser une réévaluation un peu plus en cours d'hospitalisation. Le PAM de niveau 1, c'est un patient qui participe avec un accompagnement pour tout ou partie de ses médicaments et qui va donc bénéficier d'un accompagnement pour renforcer ses compétences autour de son adhésion médicamenteuse, de sa prise médicamenteuse. Et donc, il va pouvoir contrôler, préparer, s'auto-administrer les doses, mais sous supervision en fait d'une infirmière. Et l'infirmière
reste toujours donc quand même dans le rôle de l'enregistrement de la prise des médicaments en temps réel sur le support unique de prescription administration. Pour, le patient de niveau 2, ce sur quoi en fait, pas mal des établissements accompagnés se sont lancés en direct, il y avait plutôt du niveau, soit pas du tout, soit on y va direct en niveau 2. Donc là, on n'a pas de restriction dans le sens où, il est en capacité de prendre seul, tout ou partie de ses médicaments prescrits. C'est un maintien de compétence, c'est un maintien de son autonomie, de ce fait, le patient va disposer en chambre des médicaments qu'on aura définis dans le PAM avec lui, et il va disposer d'un plan de prise ou d'autres supports. Bon, on n'y est pas encore, mais peut-être que Yasmina nous en parlera après, parce que on vous réexpliquera dans le déroulé, mais en tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans le PAM de niveau 2, il y a du traitement en chambre. Le patient dispose pour une durée définie de son traitement en chambre, et il va disposer en fait d'un plan de prise sur lequel il va devoir en fait cocher son enregistrement, ce qui est très important parce que derrière, c'est l'IDE qui va assurer la traçabilité de la prise. Donc l'enregistrement des prises, elle va devoir se faire ensuite dans le système d'information. Et pour le moment, effectivement, on n'a pas beaucoup de systèmes qui permettent que les patients puissent faire leur auto-enregistrement tout seuls, hein. Donc voilà, on voulait faire ce rappel-là. Sur l'accompagnement en Hauts-de-France, donc l'accompagnement en Hauts-de-France, ça s'est étalé depuis janvier de l'année dernière, hein, janvier 2023, où on avait fait une première sollicitation des établissements de la région qui souhaiteraient voilà, être accompagnés dans ce cadre de l'expérimentation HAS. Entre fin janvier et février, déjà on a fait le webinaire, on a retravaillé sur une foire à questions, on a recueilli pas mal de vos questions, on a eu des premiers rendez-vous avec les établissements qui étaient volontaires, et on a sollicité un nombre limité d'expérimentateurs, à savoir 7 établissements pour la région Hauts-de-France. Et on a, sur le courant entre mars jusque juin, réalisé un état des lieux et personnalisé. On a rencontré les équipes terrain, et on a validé en fait avec ces établissements un premier plan d'action. Juillet-octobre 2023 ont laissé entre guillemets un peu la paix aux établissements. Bon, ils vous ne diront peut-être pas forcément qu'on leur a complètement laissé la paix, mais en tout cas, voilà, on a continué un certain nombre d'échanges, mais sur ces actions prioritaires, on leur laissait le temps de voir si c'était en capacité de déployer et comment on allait prioriser ces actions en interne. Et à compter de septembre-octobre, on a refait des points personnalisés avec certains d'entre eux, et on a réalisé un premier débriefing entre établissements accompagnés. Donc on a pris les maternités ensemble, et ensuite on a refait vraiment un inter-établissement où on a vraiment eu des échanges. Tout ça pour arriver à la restitution régionale d'aujourd'hui, janvier 2024, et puis la future restitution auprès de l'HAS qui aura lieu le 21 mars 2024. Donc, comme je vous expliquais, hein, voilà, on a réalisé ce webinaire. On vous remontrera la fac complémentaire où elle a appelé. Et nos établissements accompagnés en région, on a plusieurs CH, hein, des gens à la fois du public comme du privé. Donc, on a le CHU d'Amiens qui est connecté avec nous. On a le CH d'Arras. Alors, je pense ne pas encore l'avoir vu. J'en profite pour faire un petit appel aux gens connectés des différentes équipes. N'hésitez pas à lever la main dans le côté spectateur pour qu'on vous repasse en panéliste. Donc, je suis Damien, bien, on vous a identifié. Donc, le CH d'Arras, qui, on l'espère, nous rejoindra en cours de webinaire. On savait qu'ils avaient aussi des impératifs sur cette semaine. Le CH de Calais. Ok. Donc, vous êtes là? Oui, je viens de rentrer, Madame Legrand. Ah, super. Oui. Merci, bonjour à vous à Bonjour. Calais. L'équipe du CRF Saint-Lazare, donc là qui est un SSR, le CH de l'Abassé qui dépend d'un GHT, donc du GHT de Lens-Béthune, ce qui nous intéressait parce qu'ils avaient une vision de déploiement à terme sur le GHT. Le CH de Ham qui a la particularité, mais ils se présenteront, voilà, d'avoir déployé en primeur en fait le PAM sur leur HAD, et qui là voulait le faire sur une partie gériatrique. Et le CRPCV Léopold Bélan qui est un CSR un peu plus cardio. Pareil, on vous a vu dans les spectateurs et on vous a passé en panéliste normalement.
J'espère qu'on n'a oublié personne. Vraiment, là, c'est l'occasion, avant qu'on avance, de vous manifester. Donc, voilà ce que ça représente au niveau national. Donc, vous voyez, la région de France, bah, on est plutôt content, hein, mais bon, ça, on va dire qu'on fait un peu de chauvinisme là sur la minute qui vient. On a accompagné 7 établissements sur la région. Sur les 28 au total accompagnés au national. Donc, comme vous pouvez le constater, pas mal de régions, hein, se sont lancées sur l'accompagnement avec Grand Est, Nouvelle-Aquitaine. Bon, Occitanie n'est pas citée là, mais ils l'ont fait en dehors de l'expérimentation. Donc quand même, voilà, un bon quart d'établissements représentés pour l'expérimentation. Et pour ce faire, bah, on a créé une grille d'état des lieux, vraiment dédiée au PAM. Donc, on a utilisé avec RSQR bah, notre expertise, on va dire, sur les audits croisés pour reprendre en fait tout ce qui était audit croisé PECM, bâtir sur ça, parce qu'on avait pas mal en fait de problématiques qui n'étaient pas forcément du PAM, mais qui étaient plus axées sur la PECM et qui allaient avoir des conséquences sur le PAM. Donc, on a créé vraiment une grille d'état des lieux qu'à terme, je pense, on remettra en outil régional. En tout cas, c'était notre volonté. Une liste de prérequis, donc pareil, qui est établie en mode Excel, mais on le mettra un peu plus en mode joli, en mode outil à terme, on l'espère pour le rétex au national. Et on a créé un support d'aide qui est d'ailleurs une bonne partie du support que vous avez là, en mode PowerPoint, pour permettre de présenter le PAM aux établissements, aux équipes projets et leur permettre de déployer en interne en fait le PAM. On a réalisé au moins à peu près 3 visios par établissement, donc je ne compte plus le nombre d'occurrences, mais on doit être à pas loin d'une centaine d'échanges avec tous nos établissements et de points de travail, des visites sur site, des rencontres d'équipes projet. On en profite pour remercier encore les équipes de leur accueil et de leur investissement, parce que franchement, c'était pas, c'était quand même assez costaud hein, de le faire sur le temps dédié. Et clairement, on a eu affaire à des équipes extrêmement volontaires qui nous ont vraiment partagé leurs problématiques comme leurs avancées. On a réalisé des points étapes à 3 mois, comme je vous le disais, et on a fait des rencontres avec des mises en commun et des points étapes HAS, notamment cet été, et puis à la rentrée avec notre chef de projet. Et donc, on va vous présenter là l'état des lieux personnalisé avec la priorisation des différentes actions. Je te rends la parole. Plein de choses sont en train de regarder qu'on a perdu la même décan. Non, non, on est là. Ah, d'accord, je ne voyais plus. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avancer pas à pas, hein. On est vraiment revenu sur cette idée du pas à pas avec les établissements. De faire cet audit état des lieux et puis de voir un petit peu ce qu'il y avait à garder, hein, ce qui fonctionne bien et ce qu'il y avait donc à continuer par rapport à la mise en place du PAM, ce qui était à améliorer hein, par rapport à ce qu'on pouvait voir avec les établissements, ce qui se faisait habituellement mais qui finalement nécessite des améliorations, ce qui était à stopper complètement par rapport à leur mode de fonctionnement, et puis ce qui était à commencer du coup par rapport à la mise en place de ce projet PAM. Donc, sur la démarche, l'évaluation, cet état des lieux, en fait, il s'est fait sur les différentes étapes de la prise en charge médicamenteuse, hein, que ce soit de l'évaluation de l'autonomie et inclusion du patient, à la prescription, la partie dispensation, l'administration avec plutôt la partie étape de préparation, de distribution et de stockage. Et puis, on avait scindé en deux l'administration parce que c'était une grosse étape. Donc, dans la deuxième partie de l'administration, c'était tout ce qui était étape de traçabilité. Sans oublier, bien sûr, le ressenti des équipes et puis sans oublier le ressenti des patients. Sur la partie évaluation de l'autonomie et inclusion du patient, donc l'idée c'était de voir un petit peu comment, qui fait quoi, comment, à quel moment, les fréquences d'évaluation de l'autonomie, les niveaux du PAM qui allaient être définis, quels médicaments allaient être éligibles. Comment valider la décision d'équipe, enfin comment
pouvait être réécrit en fait la décision de l'équipe pluridisciplinaire et puis la validation du médecin et puis quels documents pouvaient être mis au patient pour avoir son consentement, quel support, enfin voilà. L'idée c'était un petit peu de regarder toutes ces étapes. Ce qui était à garder, ce qui fonctionnait bien et qui était à garder, c'est sur le secteur maternité, il y avait déjà une traçabilité de l'autonomie de la patiente qui se faisait à chaque poste. Donc ça, bien sûr, c'était à garder. Maintenant, l'idée, c'était de remettre en forme. Et puis au niveau des SSR, c'est pareil, il existait déjà une évaluation pluriprofessionnelle de l'autonomie et de la prise en compte de l'ensemble des traitements du patient. Parce que des fois, on sait qu'il existe encore certains endroits où le traitement n'est pas repris complètement. On reprend que le traitement de l'hospitalisation en cours. Mais là, on avait déjà des établissements qui avaient une prise en compte de l'ensemble des traitements du patient. Donc, l'idée derrière, c'était de voir avec les établissements comment est-ce qu'on retrouvait bien une fiche de recueil des informations pour inclure le patient et puis une fiche qui permette de suivi aussi de ces patients inclus au PAM. Est-ce qu'on avait un document d'engagement du patient? Comment était tracée la décision de l'équipe au niveau de l'inclusion du PAM? Et puis tracer, visualiser en tout cas facilement la notion de gestion en autonomie du patient au niveau du DPI, ce qui n'est pas encore très simple. Diapo suivante. Donc, au niveau de l'évaluation de l'autonomie, comme je vous disais, la traçabilité de l'autonomie, c'est quelque chose qui se faisait déjà bien, donc à garder, à améliorer. On était plutôt donc dans la finalisation de protocole, de livrets en fait dédiés au PAM, et puis d'intégrer ces informations PAM dans les livrets d'accueil des patients. Et bien sûr, à améliorer, mais là, ça ne dépend pas forcément que de l'établissement, c'est le DPI, comment afficher dans le DPI le niveau d'autonomie du patient. Au niveau de l'autonomie, ce qui était à commencer, bien sûr, c'est le recueil des informations qui permettent d'inclure le patient, le pacte d'engagement du patient, le DPI toujours, parce que comment on fait au niveau du DPI pour voir les patients qui sont inclus dans le PAM, la fiche d'information patient, et puis de définir les médicaments éligibles. Sachant que tout ça peut être fait globalement sur 1 à 2 documents. On n'est pas obligé de multiplier les documents. C'est pour ça qu'en fait, on était pas mal sur l'utilisation de l'outil 2 qu'on trouvait assez complet, avec justement le complété par et de cette fiche information qu'on vous a présentée tout à l'heure, qui a tout de suite été adoptée et qui est venue se glisser en fait dans les dossiers d'information de patients. La définition des médicaments éligibles, tout ça, ça peut se faire également sur l'outil 2 et qui trace en plus également l'évaluation, la réévaluation et les médicaments et le temps à partir duquel on le met en place et pour combien de temps on le met en place. Sur la partie prescription, donc là, on s'est attelé à aller regarder un petit peu comment ça se passait dans le SI, si on avait bien la prescription de l'ensemble des médicaments et comment on allait gérer les modifications de traitement, comment elle est mise à jour la prescription, parce que vous comprenez bien que derrière, si on est en patient de niveau 2, il faut qu'il y ait un impact direct sur le plan de prise par rapport, et puis sur ce qui est remis au patient physiquement et comment il va le prendre, donc il faut qu'il y ait une mise à jour. Donc, pour rappel, et c'est là où le point était important d'intégrer également toute la prise en charge PECM et toutes ces étapes, on a dû quand même repréciser qu'on était sur tous les médicaments prescrits pendant le séjour, à savoir les médicaments de traitement habituels qui sont maintenus pendant l'hospitalisation et ceux qui sont liés à l'hospitalisation. Avec en plus la difficulté, entre guillemets, pour certains, qui n'est pas pour d'autres, mais bon, bref, c'est le côté où on a différents corps de métier qui sont habilités à prescrire. Donc, pour les gros MCO, le fait qu'on ait du médecin spécialiste, qu'on ait de la sage-femme, qu'on ait de l'IPA qui puissent aller prescrire, donc il fallait intégrer tous ces professionnels de santé dans la démarche PAM. À améliorer, donc pour autant, voilà, on vous l'a dit très vite, c'est justement ce recueil de traitement personnel et puis comment on va l'intégrer à la prescription dans le DPI et qui va aller les prescrire. Et donc, on vous a fait un petit rappel qu'on a dû faire justement qui nous a été demandé, donc de la gestion du traitement personnel avec admis en établissement de santé, avec donc les différents arrêtés qui s'imposaient.
Donc ça date déjà quand même depuis l'arrêté du 31 mars 99, hein, où on nous explique que les médicaments dont les patients sont munis à leur entrée leur sont retirés sauf accord des prescripteurs. Et là, on touche en fait à la fois les médicaments, les établissements sanitaires et également les établissements médico-sociaux qui disposent d'une PUI. L'arrêté du 6 avril 2011 vient modifier en rappelant ce point de vigilance qui ne devra pas être mis ou laissé à disposition des patients de médicaments en dehors de ceux qui auront été prescrits dans l'établissement. Et le guide PAM vient vraiment faire un point de vigilance sur la prescription en repositionnant correctement le fait que les traitements de fond peuvent tout à fait être ciblés par le PAM, et dans ces cas-là, ils doivent être maintenus par le médecin en charge de l'hospitalisation et les médicaments disponibles à la pharmacie. De ce fait, on peut intégrer le traitement de fond dans les médicaments PAM. La fiche pédagogique PECM de la version donc V2020, sachant qu'il y a eu une version 2022, mais qui sur ce point-là n'a pas complètement tout corrigé, mais dans tous les cas, sur la partie prescription, on est bien raccord avec cette notion de traitement personnel, hein. À l'entrée, le traitement personnel complet du patient mis en place antérieurement à l'hospitalisation doit être pris en compte, validé et prescrit en fonction de l'état clinique du patient. Et à la sortie, le traitement de sortie doit être rédigé et doit être dans la lettre de liaison. Donc ceci fait, dans le côté en fait dispensation, on reprenait les étapes en fait d'analyse, de préparation, de délivrance. On est venu interroger les établissements sur l'organisation mise en place et si celle-ci avec le PAM allait bouger. Est-ce que par exemple, si on n'avait pas de jean, on allait se lancer dans la jean ou pas pour le PAM? Est-ce qu'on restait en modalité voilà, de dispensation globale mais avec des passages peut-être moins fréquents? Bref, là, à cette étape-là, le but, c'était aussi pour cette étape de dispensation de pouvoir identifier facilement par tous les acteurs qui allaient être engagés dans le circuit, le patient PAM dans mon DPI, où j'ai du PAM, comment je l'identifie moi en tant que pharmacien dans l'ensemble de mon SI, et quelles sont les lignes de médicaments qu'on va laisser à disposition. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire, voilà, mon patient, il est PAM de niveau 2. Dans ce PAM de niveau 2, est-ce qu'il y a quand même des lignes que je veux retirer ou pas? On pense notamment aux stupes et peut-être même à certains médicaments à risque. C'est la discussion qui va venir après. Et puis, dans quelle modalité de préparation on va s'engager? Et comment on va être vigilant sur le fait qu'on va confier à un moment donné un traitement à un patient? Comment on va pouvoir s'assurer que ce traitement, il puisse être identifié jusqu'à la prise? Donc, ce qui fonctionnait bien, on la gardait forcément. C'était pour les établissements la préparation des traitements avec la dernière prescription médicale actualisée et pour d'autres, la dispensation en pilulier individuel. Ce qui était pour autant à commencer pour certains, c'était qu'on s'est retrouvé avec des soucis de forme non unitaire qui allaient être dispensés. Donc ça, c'était pas possible en termes d'identification. Et puis, d'autres qui se retrouvaient avec des problèmes pratico-pratiques qui étaient l'achat complémentaire de piluliers pour permettre de livrer pour plusieurs jours ou tout simplement pour pouvoir faire rouler les piluliers par rapport à leur activité classique. Je te laisse la partie Ouais. administration. L'administration, donc à cette étape-là, l'idée c'était vraiment de voir les étapes de préparation, de distribution et de stockage, en ayant toujours aussi à l'idée toute la partie identito-vigilance, la partie aussi distribution, le stockage c'est surtout en chambre pour qu'il soit sécurisé. Ce qui était à commencer au niveau de cette étape, c'était la remise du plan de traitement aux patients. Parce que c'est vrai que dans ce patient en auto-administration médicamenteuse, il est nécessaire de remettre au patient un plan de traitement pour qu'il puisse lui-même vérifier les médicaments qu'il doit prendre et les cocher. Donc, ça veut dire pouvoir lui remettre un plan de prise. Donc là, c'est vraiment pour tous les établissements, c'était vraiment de commencer la remise du plan de prise et comment l'extraire du DPI. Également, sécuriser le traitement en chambre, parce que voilà, on va remettre des traitements en chambre, mais comment derrière on sécurise pour être sûr que le voisin de chambre ou une famille ou enfin voilà, quelqu'un qui déambulerait dans les couloirs ne viendrait pas prendre les traitements du patient.
Et puis, pour certains établissements, de mettre en place des piluliers sur 24 heures. Donc, comment s'organiser, achat de piluliers supplémentaires pour pouvoir faire un turnover des piluliers pour que le patient puisse avoir sur ces 24 heures ses traitements. Enfin, voilà, tout ça, c'était une question aussi qui revenait pour certains établissements. À stopper, c'était la déblystération, hein, puisqu'il y avait encore des services où il y avait déblystération à l'avance des traitements. Donc ça, bien sûr, hein, ce n'est pas du tout recommandé. Et puis, les pilules qui demeuraient sur la table, bah ça, il faut, voilà, ce n'est pas à faire, hein, ce n'est pas recommandé non plus du tout. Donc, comment faire face à ces piluliers posés sur les adaptables? Diapo suivante. L'autre étape de l'administration, c'était la partie traçabilité, avec en regard de cette étape, tout ce qui est la remise du traitement, comment on trace la remise du traitement au patient, comment on contrôle les prises, comment on trace l'administration, parce qu'il y a la remise au traitement, mais l'administration en elle-même, comment elle est tracée, et puis la non-administration qui doit être également tracée dans le DPI, selon les recommandations de bonne pratique. Donc derrière, l'idée, c'était d'évaluer avec les équipes, d'évaluer avec les équipes comment elles vont évaluer la prise effective des traitements par le patient, qui est autonome. Comment se fait la traçabilité a posteriori par l'infirmière, par l'équipe du service, à quelle fréquence, comment se fait le remplissage du plan de prise et comment on trace le taux d'administration qui a été faite par le patient dans le DPI, à quel moment on va venir la tracer, enfin voilà, toutes ces questions pratico-pratiques finalement de cette traçabilité qui va être faite a posteriori de traitements qui ont été laissés aux patients. Est-ce que le patient respecte aussi les heures de prise, les doses, la durée du traitement qui est prescrit, en fait? Est-ce qu'il respecte son contrat, en fait, finalement, par rapport à sa gestion des médicaments? Le nombre de prises qui restent dans le pilulier, est-ce que c'est bien en cohérence avec ce qui a été prescrit au patient, hein? C'est ce qui permet à l'équipe d'évaluer finalement si le patient a bien suivi son plan de prise. Et puis, est-ce que le patient respecte les consignes de stockage, de laisser ses médicaments en fait sécurisés dans sa chambre, ce qui n'est pas toujours si facile que ça, puisque ben voilà, c'est des nouvelles habitudes à prendre pour eux. Et puis, voilà, on ne laisse pas de traitement voilà, à portée de tous. Il faut que ce soit dans des armoires sécurisées. En tout cas, il faut que les traitements soient sécurisés. Ça, c'est vrai que c'est un point qu'on a retrouvé tout de suite, hein. Donc, à garder, c'était bien la traçabilité dans le DPI, parce qu'on souvent, on avait déjà cette... oui, en général, on a cette traçabilité dans le DPI de la remise du traitement. On a une évaluation par post-IDE de l'autonomie du patient, donc ça ne posait pas souci. Par contre, ce qui était à commencer, c'est bien la fréquence des vérifications des prises qui ont été définies avec le patient, et est-ce que c'est adapté, hein, si on a prévu de lui laisser sur 12 heures, est-ce que c'est adapté ou est-ce que finalement, il ne faudrait pas se dire, bah non, ce patient-là, on va plutôt faire une vérification des prises. Voilà, si les médicaments doivent être pris, bon, bah, à 14 heures, on va s'assurer que les traitements étaient pris. Voilà, ça, c'est comment on réévalue en fait cette prise. Et puis, comment on trace dans le dossier informatisé la prise effective des traitements. Des traitements. Le ressenti du patient, hein, bien sûr, on ne peut pas mettre en place des choses, hein, en tout cas, quand ça concerne le patient, forcément, il nous faut le ressenti du patient à tout niveau, hein, que ce soit au niveau du stockage de ces traitements, par rapport aussi à son administration, sur son information, est-ce qu'il a été assez informé, est-ce qu'il connaît bien en fait finalement ce qu'on lui demande de faire, et puis quels sont, voilà, comment il en discute avec les autres professionnels, est-ce qu'il a pu échanger par rapport à cette nouvelle pratique. Donc ça, c'est à commencer, hein, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir faire un recueil du ressenti des patients et de faire des enquêtes de satisfaction. Et ça, c'est pareil, je pense qu'il y aura un retour d'établissement par rapport à ça. Donc les premiers retours, vous l'avez compris, hein, on est pile poil dans les étapes 5 et 6 là, par rapport à ce qu'on vous a montré. Donc là, on avait fait ces premiers retours et ces premiers renseignements avec la HS cet été. Derrière, on avait eu également des premières informations au niveau du national de savoir un peu comment on se situait.
On a pris nos derniers rendez-vous post-visite. On a réalisé en fait deux échanges, l'échange inter-maternité le 17 octobre 2023 et l'échange inter-établissement, là où on a remis vraiment tous nos établissements ensemble le 17 novembre. Et puis on a fait les plus et les moins et puis ce qui allait pas. Donc, ce qu'on se rendait compte, c'est que dans tous les cas, il fallait, sur tous les établissements, trouver une solution pour la sécurisation du traitement en chambre. Dans tout ce qui était en rapport avec le DPI, bah, c'était identifier les patients, identifier les lignes, tester pour certains les formulaires d'évaluation en mode papier avant de pouvoir les intégrer dans le DPI, ou paramétrer le questionnaire quand il existait déjà dans le DPI, bah, le paramétrer et venir rajouter ces jeux de niveau d'autonomie. Et puis, il y a eu des avancées, des tests, et puis je vais dire des reculs, mais en tout cas des prises de décision qui se disaient, bon là, c'est pas faisable. Moi, mon logiciel, il me permet pas en fait de tracer une prise et de tracer une remise. Donc, il va falloir avoir de la règle et de la règle humaine et de la règle protocolisée pour mon service, mais aussi pour l'ensemble de mon établissement, parce que j'ai pas voilà, j'ai pas cette faisabilité-là d'adapter à un service qui se déploie en PAM par rapport à mon DPI qui, lui, est complètement au niveau qui est déployé partout. Le gros souci qu'on a eu, entre guillemets, j'aime pas parler de souci, mais si, c'est quand même une problématique qui existe et qui a été remontée et on sait que voilà, elle a été prise en compte, mais maintenant il faut que les éditeurs en prennent conscience et se bougent là-dessus, c'est comment je vais aller éditer un plan de traitement? Parce que là-dessus, aller repartir sur du papier et puis faire en sorte en plus que le papier il puisse être tenu à jour vis-à-vis en fait de la prescription actualisée, c'est une vraie problématique ce plan de traitement sur des patients qui sont en niveau 2, sur lequel on va pouvoir confier 48-72 heures de traitement, voire une semaine pour certains établissements qui iraient vers voilà, un déploiement de l'autonomie vers une sortie avec des préparations de pilulés par le patient. Donc, comment est-ce que je gère ce plan de traitement? Et puis, rapport à l'information patient, bah, c'était intégrer l'information effectivement pour les services concernés, mais avant une extension possible à l'ensemble de l'établissement. Et puis, comment le patient, en fait, il ressentait tout ça. Donc, on a un établissement qui clairement nous a dit qu'il faisait retour en arrière parce que le patient se sentait infantilisé, que même si on lui confiait en fait le traitement, bah, au final, l'équipe se sentait un peu crispée de ne pas avoir de visibilité de ce qu'il faisait ou pas. Et de ce fait, ça a créé un point de crispation avec les patients tests et ils ont préféré revenir, entre guillemets, à du non-PAM. Et d'autres pour lesquels, en fait, on a déjà, alors j'aime pas ce terme-là, mais on était plutôt sur un PAM déguisé, c'est-à-dire qu'en fait, ça existait déjà, ne le cachons pas, de l'autogestion qui n'est pas encadrée par de l'éducation thérapeutique, donc on va y revenir un peu après, je pense qu'on va l'avoir dans nos questions. Ça ne se fait plus en dehors de l'éducation thérapeutique. Le PAM est venu là pour régulariser des situations de gestion du traitement personnel par des patients qui sont hospitalisés et qu'on estime autonomes. Donc il fallait quand même voilà, qu'on réadapte notre propos et puis qu'on recueille un peu, qu'on voit comment en fait les patients et les patientes se sentaient rapport à ça. Et enfin, il fallait finaliser le protocole auprès du service test, le diffuser au sein de l'établissement, le diffuser aux différentes équipes et puis pouvoir le présenter en commission des usagers. Et on a eu beaucoup de questions à partir vous en doutez bien, c'était est-ce qu'on inclut ou pas les mares? Parmi les mares identifiées, bah, c'était tout ce qui était insuline, anticoagulant et AVK. Ou alors est-ce que on les exclut ou au contraire on décide de les gérer de manière différente en les incluant dans un niveau 1? Comment le PAM, avec des produits identifiés médicaments à risque, allait être interprété rapport aux critères impératifs qui est lié à l'assertif, hein. Et puis quelques incohérences hein, qui subsistent hein, au jour d'aujourd'hui. Il y a quand même encore une incohérence, en tout cas une incompréhension qui peut entraîner une confusion entre la fiche pédagogique PECM et le guide PAM. C'est cette notion que vous voyez ici à l'écran avec la notion de l'autogestion du traitement médicamenteux. Où on a dû vraiment réexpliquer ce qu'était l'auto-administration et ce qu'était l'autogestion.
L'autre point d'importance, c'est nos établissements, là on va leur laisser la parole, vont pouvoir en témoigner, c'était quelles étaient les attentes des experts visiteurs. Donc comme on avait des établissements accompagnés qui passaient là leur certif fin d'année, début d'année, bah, c'était l'occasion de voir par rapport au déploiement comment c'était ressenti, comment c'était géré, comment c'était identifié et comment ça allait se passer au niveau de la certif. Et ensuite, une autre question qui est souvent revenue, c'était aussi rapport au choix du médicament éligible, comment on allait gérer les solutions buvables. Des établissements allaient choisir de remettre le flacon complet, d'autres voilà, nous indiquaient que, notamment des SSR, on allait avoir une problématique autour de la remise en godet, et donc on a géré des jeux de règles sur ce qu'on allait pouvoir remettre en termes de doses et de remise aux patients. Vu qu'il est déjà 12h55, ce que je vous propose, alors, c'est déjà d'identifier les derniers arrivés en termes de nos établissements accompagnés, au cas où vous ne seriez pas en panéliste. Si vous pouviez, voilà, vous identifier en levant la main, donc je donne priorité là aux établissements accompagnés. Je pense notamment à Arras que je n'ai pas vu se connecter. J'espère qu'il arrivera à se connecter, sinon on passera. Euh, et euh, si ça vous gêne pas, Monsieur Leroux, on va faire passer Calais juste avant votre intervention. Ça nous permettra, voilà, parce qu'ils ont une équipe qui est un Aucun petit peu problème. plus. Merci beaucoup. Comme ça, on va avancer un peu plus sur la présentation et puis on vous redonne la main pour le côté CRPCV. Est-ce que vous voulez intervenir d'ailleurs sur la partie âme aussi ou Monsieur Filâtre se connecte? Alors, je ne sais pas si, docteur, on n'est pas sur les mêmes sites, hein, jamais, mais Oui. je crois qu'il est en télétravail en lien avec Saint-Quentin, donc je ne pense pas qu'il pourra se connecter. D'accord. Bon, à ce moment-là, vous nous direz si vous voulez qu'on Oui, oui, non, présente mais ou pas. sinon, j'en toucherai un mot, pas de problème. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Madame Euh, Delair du CHU d'Amiens, je peux la passer en panéliste. ah oui, tout à fait. Merci. Oui, vraiment, ceux qui sont encore en mode spectateur pour les établissements accompagnés, manifestez-vous en levant la main ou dans le chat pour qu'on puisse vous passer en panéliste. Et donc là, on va passer, si vous voulez bien, on fera le temps d'échange vraiment en fin de webinaire. On va vous passer voilà, les retours d'expérience voilà. Donc, je vais faire intervenir, je vais passer la présentation de Calais. J'accélère. Voilà. Madame Grandry, si vous souhaitez prendre la parole ou ouvrir la caméra, voilà, normalement, vous avez Vous tout m'entendez? accès. Oui, très bien. Oui, ok. Ben, bonjour à tous, merci pour ce temps d'échange. En fait, nous, on est encore en phase test, on n'a pas réellement commencé, mais on a tout mis en place. Et là, bon, voilà, cet hiver, on était hôpital en tension et là, on est en certificat blanc cette semaine. Donc, mais on se lance très prochainement. Donc, l'équipe de la maternité n'a pas pu se joindre là, donc je vais présenter les diapos. En fait, nous, on a choisi de travailler avec le service de grossesse à haut risque, en fait, parce que justement, on était dans un cas, ce que vous venez de décrire, de PAM un peu déguisée ou clandestine. Suite à un audit du circuit du médicament, on a vu en effet que le traitement personnel était vraiment géré par les patientes autonomes. L'évaluation d'autonomie était faite de manière officieuse par les sages-femmes. Enfin, donc voilà, le but, c'est vraiment de procédurer tout ça et puis d'encadrer, d'accompagner. Donc, on a fait beaucoup de réunions avec le service, les médecins gynécos qui tournent tous les jours dans le service, donc ça permet de régulariser les prescriptions. Les sages-femmes qui sont en 12 heures et qui souhaitent gérer la PAM sur leurs 12 heures. Chacune est autonome sur ses 12 heures de service. Et donc, on a décidé de faire de la PAM de niveau 2 avec tous les traitements chroniques en dehors des stupéfiants. Et après, on y ajoute évidemment les antalgiques et tout ce qui est prescrit au sein de la maternité. Donc, on a les équipes motivées, les supports qui sont prêts. On a fait le questionnaire d'évaluation. Donc, dans notre dépit, je pense que c'est la diapo d'après. Ouais, voilà, qu'on a réussi à intégrer au DPI avec en même temps donc les questions sur l'autonomie et donc si tout est OK, on demande le consentement de la patiente
et elle est tracée ici. Pour l'instant, notre DPI ne permet pas d'identifier mieux les patients de PAM. Donc là, on est resté sur un document papier puisque les sages-femmes ont encore un petit document de transmission où voilà, ces patientes seront identifiées à ce niveau-là. Pour l'instant, notre futur logiciel, on migre sur sillage en fin d'année. Donc, a priori, là, ça sera plus facile de les identifier, mais bon, on attend de voir. On attend de voir. Et donc, ça, c'est fait à chaque poste. Ça sera fait à chaque poste, toutes les 12 heures, avec une traçabilité pour voir si voilà, l'état de la patiente n'a pas évolué au cours de son séjour. Ensuite, donc voilà, bah là, c'est ce que vous venez de décrire, le plan de prise. Donc ça, c'est un peu un retour en arrière. On a dû refaire un document. C'est assez chronophage pour les sages-femmes de remplir. Là, notre DPI ne permet pas de... Soit on doit tracer l'administration, soit la remise des traitements. Donc, la remise des traitements, elle sera tracée là en papier et le document, ça sera scanné après. Donc là, c'est vrai que c'était un peu le point... Donc, on espère que ça prendra pas trop de temps parce que malheureusement, en effet, j'ai peur qu'on revienne en arrière à cause de ça, si jamais c'est trop chronophage pour les sages-femmes. Donc voilà, le patient tracera sur ce même document. Et puis, par contre, voilà, avec des remises de documents, on a essayé de tout dématérialiser. Enfin, on a des terminaux multimodaux dans chaque chambre. Donc, normalement, y compris la fiche de la CHS, l'outil 8 que vous avez présenté, qu'on utilise aussi. Et là, ça sera tout dématérialisé pour ce qu'elles reçoivent quand même un paquet de documents lors de leur hospitalisation avec un passage si besoin de quelqu'un de la pharmacie, mais ça n'a pas encore été, ça dépend un peu de nos effectifs, voilà, ça n'a pas encore été figé. Et ensuite, du coup, on a pu sécuriser par contre ça c'est fait, ça y est, on a sécurisé toutes les tables de chevet dans le service avec un code. Parce qu'en fait, on voulait utiliser les coffres-forts, mais ils n'étaient pas près des lits. Et donc, pour les patientes qui avaient été césarisées, c'était pas possible de se lever pour aller chercher leur traitement. Donc, ça y est. Et le code, tant pis, on a pris les numéros de chambre, même si c'est un peu flagrant. Il faut vraiment être malveillant pour aller dans une autre chambre, aller ouvrir la table de chevet de la voisine d'à côté. Donc, voilà, on a choisi ça. Et tout est installé, la procédure, elle est finalisée. Et donc, voilà, on attend de sortir un peu d'hôpital en tension et de finir l'assertif pour vraiment commencer. Mais on est toujours motivé. Voilà. Vous êtes parti sur ce modèle de ce fait, Voilà, c'est bien ça? c'est ça, exactement. Ok. Ok, ok. Donc ça, c'était les petits trucs et astuces échangés lors du Mm, dernier interétablissement, hein. Je pense que vous mm. avez été... Merci d'avoir partagé vos trucs et astuces parce Ouais, que c'est vrai que... c'est normal. Merci beaucoup et puis bravo pour l'avancée que vous avez faite sur cette année. Merci. Grâce à votre on- accompagnement aussi, hein, c'est vrai que ça nous a boosté à chaque fois qu'on avait des réunions de prévues. On disait, bon, allez, on s'y remet forcément. Mm. Monsieur Leroux, je vous laisse la parole sur la partie CRPCV. Oui, donc bonjour à tous. J'étais en train de Bonjour. manger en même temps, alors. Je me doute vu l'horaire. On vous a Alors, pris. donc, le Centre de prévention et de réadaptation cardiovasculaire Léopold Bellan, donc, c'est un établissement, c'est un SSR cardiologique strict, donc c'est un privé à but non lucratif. Il se compose de deux profils de prise en charge, de l'hospitalisation complète et de la prise en charge ambulatoire. Euh, Donc, au niveau de la culture de l'établissement, alors c'est parce que c'est un peu, je vais décaler la vignette parce que je ne vois pas. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois que partiellement ce que j'ai écrit. Culture de l'établissement, de rendre le patient le plus acteur possible de sa santé. Oui,
puisqu'on a des démarches d'éducation multiples. Alors, juste une remise en contexte. Donc, le patient va avoir un événement cardiovasculaire ou une problématique de gestion de ses facteurs de risque qui implique un risque à très court terme sur sa santé. Nos patients donc, vont venir au sein de notre établissement pour une durée standard de 4 semaines et il va y avoir un accompagnement diététique, physique, psychologique et aussi éducationnel. Donc, c'est le cœur de notre métier de la réadaptation cardiaque, c'est d'éduquer. C'est éduquer physiquement, éduquer culinairement, c'est de faire en sorte que le patient, suite à cet événement cardiovasculaire, puisse levier certains biais psychologiques pour qu'il puisse rentrer dans une démarche de santé. Donc, vraiment, le cœur de notre métier, à la base, c'est l'éducation. Donc, si vous voulez, la démarche de PAM a rentré vraiment dans la philosophie vraiment de base de notre fonctionnement. Slide possible, c'est possible. Je peux, ouais, ok. Donc, très concrètement, nos patients, donc encore une fois, cardio, ce ne sont pas des patients à orientation gériatrique ou grabataire, c'est des gens qui vont avoir un cœur qui va être très fatigué ou des facteurs de risque très importants, mais au niveau autonomie, on va dire cognitive et physique, ils ne peuvent pas être en réadaptation cardiaque si physiquement, ils ne peuvent pas faire du sport, à minima. Donc, au niveau du profil patient, là encore, la PAM est vraiment un dispositif qui s'associe très bien à notre profil de patient. D'un point de vue technique, donc, on a eu l'occasion d'utiliser les documents proposés par la Haute Autorité de Santé pour informer concernant la PAM. Donc, on a un livret qui est transmis au patient lors de son arrivée dans notre établissement ou lors de sa convocation, puisqu'il y a des préadmissions, donc lors de sa convocation. Une série de documents va lui être transmis. Dans ces documents, il y a des documents institutionnels type la charte de la personne hospitalisée, des contrats d'engagement, etc. Et donc, on a décidé, pour simplifier notre gestion d'informations sur la démarche PAM, d'intégrer le formulaire donc document proposé par la HAS dans nos informations directement à l'entrée du patient. Et slide d'après, normalement, c'est possible. Ah non, non, alors slide encore après peut-être. Alors on remonte. Je pensais qu'il y avait une autre slide entre-temps. Oui, donc on fait signer un engagement au patient au début de sa prise en soin, puisque le patient, notamment en lien avec les certifications, on a des démarches d'engagement de prise en soin, et donc le fait que le patient entre dans la démarche PAM, on fait en parallèle de cette information, lors de son entrée, lors du premier entretien avec le médecin, un bilan du programme qu'il va avoir, et notamment, il y aura donc la notion de PAM qui sera intégrée, et donc le patient signe un document d'engagement de soins. Et dans ce document d'engagement de soins, la notion de PAM est bien indiquée, et ce document va être numérisé et intégré dans le dossier patient Osiris, puisque nous avons Osiris comme dossier patient. Ok, donc là je pense que c'est bon. Donc l'évaluation de l'autonomie. Donc je suis au centre hospitalier de Ham et au centre de prévention et adaptation cardiovasculaire. Et quand je travaille à gauche, je travaille à droite aussi, finalement, dans les réflexions sur les prises en soins. Au niveau de notre centre hospitalier de Ham, notre hospitalisation domicile, on avait travaillé sur un support d'évaluation de l'autonomie, puisqu'on avait un petit peu culturellement cette démarche qui était en réflexion. Et nous avions réalisé une grille d'évaluation de l'autonomie du patient sur la prise en charge médicamenteuse. Donc, c'était un protocole qui était existant préalablement pour le CH de Ham et que j'ai intégré en EBM, écran bilan mesure. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais Osiris nous permet de pouvoir réaliser des grilles et des questionnaires que nous allons créer de toutes pièces et donc des protocoles. Hein. Et donc, nous avons créé un protocole d'évaluation de l'autonomie du patient qui reprend des critères
de niveau du nombre de thérapeutiques, un petit peu ce qui a été présenté tout à l'heure dans les documents proposés en soutien à la mise en place du PAM, l'évaluation de l'autonomie, la présence des médicaments risques, le nombre de spécialités, la possibilité cognitive, le niveau d'autonomie physique, etc., pour pouvoir dire de standardiser l'autonomie du patient. Donc, c'est un protocole médical qui a été validé en Comedims et qui est donc sous l'égide, donc sous l'action de l'infirmière. Donc, quand l'infirmière va faire son bilan d'entrée, elle va être amenée à réaliser cette évaluation de l'autonomie pour donc standardiser l'information. Et en parallèle à cette évaluation qui va donc être standardisée via cette grille, le médecin en lien avec un staff d'entrée, validera le niveau d'autonomie du patient. Donc, on a 2 couches d'évaluation de l'autonomie en collaboration, donc c'est interprofessionnel. Donc, cette validation médicale, elle va avoir lieu, c'était historique, hein, on le faisait déjà, sauf que donc là où on a dû évoluer, c'est la notion de PAM, c'est-à-dire de communiquer sur le terme de PAM pour que ça rentre, si vous voulez, dans le jargon mental du soignant, qu'on se fait pas, bah, PAM c'est quoi? Non, en fait, PAM de niveau 0, le patient n'est pas autonome, PAM de niveau 1, le patient, ou de niveau 2, le patient a un niveau d'autonomie défini. Donc voilà, actuellement, on parlait plutôt de statut de prise à part ou autonome. Hein. Donc, prise à part, ça veut dire que le patient, on devait lui donner ses traitements, et autonome. Donc, c'est une histoire de jargon culturel au niveau médical et paramédical à développer encore, à améliorer. Et donc, le recueil du consentement patient écrit numérisé, ça, c'est fait. Hein. C'était commencé, c'est réalisé. Slide suivante. Si possible, mais moi je peux pas. Alors, on a réalisé, en lien avec cette démarche, on avait une certification qui devait se dérouler, donc on a une certification qui s'est déroulée début décembre. Donc, je voulais vraiment qu'on ne soit pas dans une phase où les experts visiteurs viennent me chatouiller en me disant vous faites des démarches, mais il n'y a rien qui n'est pas écrit. Donc, j'avais très peur du côté expert visiteur dépendant lors de cette évaluation. Donc, j'ai préféré cadrer les choses avec des procédures PAM immédiatement mises en place. Et vu que je compte faire évoluer ma démarche en 2024, j'ai directement intégré mes perspectives d'évolution dans ma procédure PAM validée fin d'année dernière. Donc, on va définir donc 3 niveaux de PAM, ça vous l'avez bien eu en explication de départ. Et donc, en fonction des étapes du circuit du médicament, on a créé dans cette procédure des étapes de gestion pour l'accompagnement de cette démarche. Hein. Donc, en général, le niveau 0, c'est de la prise à part. Donc, le patient, tout est fait en sous la supervision de l'IDE. Hein, c'est ce qui est indiqué dans ce support. Et là, actuellement, en niveau 1, on va avoir le patient qui va être autonome. Et on va avoir donc une mise à disposition des piluliers par l'IDE le matin. Les infirmières de nuit préparent les piluliers tous les soirs et vont être ces traitements, suite à un double contrôle, vont être mis à disposition le matin aux patients. Et le pilulier va être récupéré le soir, le pilulier après les dernières prises. Et il y aura donc un contrôle effectif par l'IDE des prises des traitements au regard du pilulier vide. Et on validera une traçabilité d'administration dans le logiciel Osiris. Donc, je précise bien traçabilité d'administration avec des guillemets, parce que dans ma procédure chapeau sur le circuit du médicament, étant donné que j'ai des infirmières qui ont conscience de leurs responsabilités, à juste titre, elles m'ont indiqué, mais attention, là, je suis en train de valider un pilulier vide de quelque chose que je n'ai pas administré concrètement. Donc, qu'est-ce qui me couvre là-dessus, d'un point de vue administratif ou légal, si demain, il y a une problématique sur un traitement. Donc, dans ma procédure chapeau sur la prise en charge médicamenteuse, j'ai indiqué qu'on était en réalisation d'une démarche PAM, qu'on a une procédure spécifique sur cette thématique, avec cette volonté d'accompagner le patient autonome. Et donc, j'ai bien précisé que, en lien avec le protocole d'évaluation du patient au niveau de son autonomie, de cette validation médicale de cette autonomie,
Si le patient est évalué comme autonome, la validation médicale dans le logiciel Osiris équivaut donc à une constatation d'un pilulier vide et pas une validation comme un patient en prise à part. Ça, c'était important parce que les infirmières voulaient vraiment cadrer cette responsabilité. Donc, dans cette situation, j'ai stipulé dans ma procédure générale que validation d'une administration pour un patient autonome dans le logiciel DPI, ce n'est pas une validation d'administration à proprement parler, mais n'ayant pas de notion autre dans la possibilité de la validation, c'est une constatation d'un pilulier vide à la fin d'une administration. Je ne sais pas si je suis clair ou ça va, si ça va à peu près. Ok. Voilà, donc globalement, c'est ce que je pense que je voulais insister dessus. Donc, on va avoir des niveaux de stockage et de traçabilité. Donc, au niveau en lien avec le siège de Calais tout à l'heure, effectivement, on avait mis en place des possibilités au niveau des. Oh là, ça se défile. Les tables de nuit, non, c'est. Non. Oui, c'est ça. Hop. Donc, les tables de nuit, donc la table de nuit à droite, effectivement, on avait vu avec le service technique pour pouvoir permettre le stockage des piluliers pour les patients donc, qui le souhaitent voilà, dans leur chambre. Voilà. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est fait, ça fonctionne? Ça, c'est opérationnel. Ça. C'est opérationnel? Alors, Ok. c'est opérationnel. Quand vous étiez passé, on avait fait une phase test. Donc, on avait vérifié qu'on avait un. D'abord, on n'en achète pas. On vérifie que ça fonctionne sur un, qu'on n'aurait pas un problème qu'on n'aurait pas identifié avec une première table de nuit. Et donc, on a pu le généraliser. Donc, ça, c'est une possibilité qui est mise à disposition du patient. J'insiste bien, c'est-à-dire que donc, le patient a la possibilité de sécuriser son traitement dans sa chambre. Après, libre à lui de l'utiliser, encore une fois, parce que je ne vais pas aller vérifier que le patient il a bien rangé ses traitements dans sa chambre. Par contre, d'un point de vue technique, je lui permets de sécuriser son traitement par cet outil. D'un point de vue pratico-pratique, malgré tout, ce que je constate par l'expérience, c'est que la possibilité de réaliser un code numérique, on est sur des dispositifs qui ne sont pas bien gros. Donc, ça va pour notre génération, mais quand on arrive sur des générations un peu plus âgées, des fois, ce n'est pas évident. Donc, les gens font la solution un petit peu de ne pas s'en servir. Mais d'un point de vue pratique, la possibilité de sécuriser le traitement est là. Voilà. Si on peut retourner au. Et hop. Attendez. Désolée, je remonte. On était là pour moi, donc ça on avait. Non, pas encore. Ça, non, pas encore. C'est avant. Ouais, je parle beaucoup. Donc, ouais, c'est juste après. Donc là, on peut faire slide suivante. Donc, au niveau de l'administration et les distributions au stockage, donc j'ai déjà un petit peu discuté de ça. J'avais, par rapport à ma certification et cette démarche, j'avais particulièrement peur des MHR, puisque philosophiquement, je ne sais pas dans quel état d'esprit était l'expert visiteur, donc je ne me suis pas du tout risqué à aborder la question des MHR sur la PAM, parce que je me suis dit c'est beaucoup trop risqué pour ma pomme. Donc je suis parti du principe que malgré le fait qu'on éduque le patient sur les MHR, notamment les AVK, les AOD, on est d'accord qu'un service de cardiologie, 90% des patients sont sous AVK ou AOD. Donc, dans ce cadre-là, quasiment tous les patients ont des MHR. Et donc, pour l'instant, tous les patients avec des MHR sont malgré tout en prise à part. C'est-à-dire que si le patient est évalué comme autonome, il le sera autonome, mais pas pour les MHR. Je ne voulais surtout pas me risquer là-dessus. C'est peut-être une perspective, parce que c'est une perspective d'évolution, puisque effectivement, comme je vous disais, autour du séjour des 4 semaines du patient, il y a des ateliers qui sont réalisés, il y a des ateliers diététiques, psychologiques, etc., activités physiques, mais il y a également des ateliers thérapeutiques animés par moi-même ou par les préparateurs en pharmacie, sur lesquels on va, et les infirmières bien sûr, où on va aborder la question des thérapeutiques. Les AVK AOD
font partie d'un atelier spécifique. On a aussi l'atelier décryptage d'ordonnance où chaque thérapeutique va être décrit et expliqué aux patients. Et on a également l'atelier athérome qui a vocation à améliorer la connaissance globale du patient sur sa prise en charge cardiologique. Vulgariser la connaissance, encore une fois, faire en sorte que le patient comprenne pour le rendre acteur et mieux observant. Ça, c'était la philosophie. Donc, au niveau des ateliers de préparation, distribution, stockage, comme je vous avais indiqué sur la démarche PAM, la procédure PAM, on a un objectif 2024, c'est de pouvoir animer des ateliers, on a appelé pour l'instant PAM, atelier donc patient en auto-administration des médicaments, où les patients seraient amenés à préparer eux-mêmes leur pilulier. Donc, je m'explique, la philosophie de la démarche. Le patient, pas au début de ses jours, on voit un petit peu comment ça se passe sur les 15 premiers jours au niveau de la gestion de ses traitements. Je pense qu'à troisième semaine de séjour, pas la dernière, parce que la dernière, ça sera trop tard pour la gestion, trop compliqué, mais on partirait sur donc, la troisième semaine de séjour du patient. Il y aurait un atelier IDE où actuellement, on fait de la dispensation nominative des traitements mensuels à l'infirmerie. Donc, à l'infirmerie, il y a des bacs patients mensuels. Donc, il est tout à fait possible de prendre le bac du patient et de l'amener et avoir un jeu de pilulier et faire en sorte que le patient prépare lui-même son pilulier, bien sûr avec un accompagnement d'une infirmière, sous la supervision d'une infirmière. On a édité un plan de posologie. On met à disposition le bac patient avec l'ensemble de ces traitements pour la préparation du pilulier. Le patient prépare et donc là, on récupère les piluliers, on récupère tout. Et au lieu que l'infirmière de nuit prépare le pilulier le soir, pendant la nuit, en fait, elle va contrôler le pilulier du patient qui a été préparé par le patient lui-même. L'idée, c'est que le patient prépare une semaine de traitement et donc l'infirmière de nuit contrôle le soir le traitement tous les soirs de la semaine. Donc, ça nous permet de rendre encore un peu plus le patient acteur dans sa préparation, mais malgré tout, de gérer aussi le risque, d'une part, lors de la préparation par l'infirmière qui supervise, mais également par l'IDE de nuit qui va donc être en contrôle, deuxième couteau, de la préparation de ce pilulier. Donc ça, c'est une perspective que nous avons comme réalisation sur premier trimestre 2024. Donc j'ai une réunion semaine prochaine justement avec la cadre IDE pour voir concrètement comment on mettrait ça en place. Voilà. Mais en gros, il n'y a pas de raison qu'on ne le mette pas en place. On n'est plus que sur la phase opérationnelle. Voilà. OK. Après. Slide suivante. Donc là, c'est ce que je disais, il me reste donc cette étape de préparation d'atelier PAM. L'idée, c'est également de faire un retour sur cette démarche. Donc, une évaluation ça avance. Donc, faire un audit des pratiques, donc audit auprès des patients donc sur comment ils vivent les choses, sachant que donc, dans l'évaluation de l'autonomie du patient, il y a déjà la question de est-ce que vous voulez ou pas préparer vos piluliers? Si vous voulez vous préparer, est-ce que c'est stressant ou pas? Donc, il y a déjà normalement quelqu'un qui est en volonté d'être autonome. Mais l'idée, c'est quand même de voir comment concrètement le patient est content de cette démarche et puis en parallèle, évaluer le côté paramède, donc quel est le rapport au traitement et comment le rapport au traitement, notamment pour les IDE, évolue. Voilà, donc préparation des piliers, j'en ai parlé, voilà. Slide suivante. Il nous restera à compléter effectivement pour mars. Ouais, c'est ça. Donc là, le formulaire de consentement, c'est ce que j'avais indiqué. Alors, je pense qu'il y a eu une anomalie au niveau de la mise en page parce qu'effectivement, cette slide, donc la slide de gauche, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est quand le patient va arriver, on va lui avoir fourni des documents d'information générale et donc il y a un formulaire de consentement du patient. Et dans le formulaire de consentement, sur une série d'informations qui lui sont transmises, il y a intégré, c'est en jaune, la démarche PAM pour bien avoir cette information. Donc, non patient signé, ce document, il est numérisé, intégré
au dossier patient, comme ça on est sûr de ne pas le paumer. Mhm. À droite, là, on est plus sur la procédure PAM globale, où on a eu des extraits tout à l'heure, où on décrit bien sûr les définitions, l'évaluation de l'autonomie, comment se fait l'évaluation de l'autonomie, et après les différentes étapes de sécurisation en fonction du niveau d'autonomie. Ok. On Voilà, passait donc, à- voilà, c'est ça. Donc ça, c'était pour le CPRCB. Après, je pense que nos questions-réponses, c'est après. Ouais, on fera après si vous le souhaitez, parce que c'est vrai Alors, qu'on... au niveau de AM, donc, puisque je suis sur 2 établissements, et donc avec le docteur Filâtre, qui est avec moi sur le siège de AM, on avait donc mis en place c'était démarche d'évaluation de l'autonomie du patient, cette grille dont je vous ai parlé, intégrée dans les démarches IDE, au niveau de l'HAD du CH de AM. Donc, on avait culturellement, depuis à peu près 2 ans, enfin, dès qu'on a eu cette ouverture-là, ça peut faire 1 an et demi maintenant. Donc, en lien avec notre visite de certification, puisqu'on voulait être sûr que les experts visiteurs ne nous embêtent pas trop sur cette démarche, et qu'on voit qu'on cadre cette démarche. Donc, le CH de AM a essayé de voir si on pouvait éventuellement mettre en place des actions de démarche PAM sur le SSR. Donc là, on a la description du centre hospitalier de Ham, GHTN Nord-Haute-Somme, établissement support Saint-Quentin, bassin de population 20 000 personnes, et labellisé hôpital de proximité. Ouais, donc orientation HAD. Voilà, le SSR en question est un SSR de 32 lits. Donc là, très concrètement, c'est ce qu'on discutait avec le docteur Filâtre, on est bloqué d'un point de vue patientel, en fait, hein. C'est le profil patient du SSR qui ne permet pas, en tout cas jusqu'à présent, la mise en place du PAM. On a un profil gériatrique trop important, un profil trop dépendant, et ce profil fait que concrètement, les patients, on n'a pas réussi à inclure des patients dans la démarche PAM en SSR. Et on se rend compte qu'en fait, concrètement, il y a la volonté, on a les outils, mais on n'a pas concrètement réussi à le mettre en place. On réfléchit finalement à essayer de se dire peut-être slide suivante, je crois. Ouais. Donc ça, c'est l'outil d'évaluation, hein, voilà. Sur l'établissement de Ham, c'est vrai que tout était prêt. Mm. Vous aviez même testé en fait plusieurs fois le formulaire, hein. Près de Ouais, 30 patients ont été vus, mais ouais, impossible de les inclure compte tenu du risque que ouais, c'est ça. Avec ça en plus une provoquerait. intégration Alors, des pays qui fonctionne Ouais. ouais, une non, non, visibilité il n'y de a façon aucun, à ce plus niveau-là, on n'a pas de précise. limite technique. En fait, on est sur le logiciel Osiris de la même manière que au centre de prévention et adaptation cardiovasculaire. Donc, techniquement parlant, tout roule, sauf qu'on n'a pas eu de profil patient. Alors, là où finalement, on va changer, je pense, notre fusil d'épaule, c'est finalement qu'on intègre finalement la démarche PAM, mais qu'on laisse entre guillemets de côté le SSR, parce que finalement le SSR, on n'a pas pour l'instant de marge de manœuvre, on reste ouvert, mais les équipes sont formées, l'outil est disponible. S'il y a une possibilité, on inclura un patient, mais finalement pour essayer de valoriser le travail, et toujours la même chose, essayer de valoriser son travail, on réfléchit à finalement remettre la démarche PAM, mais au sens strict sur l'HAD, ce qui est déjà plus ou moins une idée qui est structurée. On aura des limites là par rapport aux utilisations de logiciels, par contre, où ça sera moins pratique, puisque on est sur Antadine, on n'est pas sur les mêmes logiciels que Osiris, où on a une bonne maîtrise et des outils. Donc, on sera soumis certainement à des questionnaires papier d'évaluation d'autonomie qui seront à numériser. On aura aussi la problématique du support triptyque, hein, donc support papier aussi pour la traçabilité de l'administration. Donc, il faudra voir comment on cadre les choses. Mais a priori, je pense que pour AM et dans une logique de valorisation du travail, je pense réattribuer l'action de la démarche PAM plus vers l'HAD que essayer de continuer à mettre en place sur le SSR alors qu'on n'arrive pas à avoir du patient. Et c'est là où on se rend compte que malgré la volonté finalement technique, la volonté du personnel ou la volonté des soignants, eh ben, on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut parce que finalement, il y a le critère d'inclusion qui est déterminant. Et c'est parce que j'ai un bon profil patient et que j'ai un contexte favorable, je pense,
qu'au CPRCV, je peux aller aussi vite ou aussi loin, pour l'instant, dans la démarche. Ça ne peut pas s'appliquer, c'est pas reproductible. On ne peut pas dire demain, j'ai envie de faire exactement la même chose, à part si on est un SSR cardio, quoi, et qu'on a le même contexte. Mais ça sera très peu reproductible, je pense, même si on est motivé, quoi. Il y a le profil patient qui est déterminé. Voilà. Un historique de l'établissement qui est tourné aussi sur l'éducation thérapeutique, hein, qui fait que voilà, historiquement, c'est ancré dans votre process, dans votre volonté voilà, d'autonomiser ou de faire perdurer l'autonomie de Ouais, vos patients. Mm. Donc, de ce fait, c'est vrai que ça coule plus facilement, en fait, sur cette partie-là. On va laisser la parole à la Bassée. Si vous êtes bien Oui, connecté, oui. Donc j'ai repris votre présentation hein, de l'inter-établissement. Je peux pas par contre d'accord. voilà, je peux faire voilà, je peux passer les diapos, mais voilà, je peux pas vous passer la présentation. Donc vous me dites. Bonjour à tous. Donc, une présentation assez rapide de l'établissement. Donc, la Bassée est un établissement de soins médicaux et de réadaptation qui prend en charge du coup différentes pathologies. On a des lits de SMR du système nerveux, des lits au troisième étage du SMR de l'appareil locomoteur. Et ensuite, on a un SMR plutôt polyvalent. On a également 10 lits pour des patients en état végétatif chronique et des places en hôpital 2 jours. On a également un plateau technique et une EHPAD attenante de 80 places. Parmi les services tests a été retenu diapo précédente, s'il vous plaît. Pardon, c'est Pas de passé trop souci. vite. Donc le C'est bon, ça service test qui a été, oui, c'est bon, merci, qui a été retenu, c'est le SMR du système nerveux qui comporte à peu près 20 lits et places et également des patients en état végétatif chronique. Mais du coup, là, les patients concernés par le PAM, c'est les patients pour la rééducation post-AVC ou pathologie neurologique ou traumatique. Donc, comme les autres établissements de SMR, en fait, le PAM s'intègre totalement dans le processus global de réautonomisation des patients en vue d'un retour à domicile. Et donc, la sélection des patients se fait en concertation pluridisciplinaire et sur prescription médicale. Dans les forces du projet, donc on a la volonté des équipes et puis le fait que ce soit déjà une démarche qui est dans l'essence même du service, la demande très active des patients de récupérer au plus vite une autonomie la plus complète possible. Et ce processus est structuré notamment à l'aide des outils qui ont été proposés par la HAS, qu'on a remis un peu à notre sauce pour faciliter le plus possible son utilisation. Et on se les approprie encore à ce jour. Par exemple, le consentement patient, on ne le fait pas encore signer, mais c'est dans nos projets. Diapo suivante, s'il vous plaît. Une force importante pour le déploiement du PAM, ça a été le changement de logiciel. Courant octobre, on est passé du logiciel Osiris au logiciel Orbis, qui améliore la traçabilité du type d'administration et de prescription en fonction du degré d'autonomie. Vous voyez ici en surligné bleu en dessous auto-administration, donc qui correspond à l'autonomie du PAM niveau 2, l'autonomie la plus complète. Mais on peut également prescrire une auto-administration sous surveillance, donc le PAM de niveau 1. Donc ça, c'est quand même un point fort dans la mise en place de ce projet. On a également la possibilité d'imprimer un plan de prise pour le patient. Par contre, il n'est malheureusement pas possible, et ça fait partie des faiblesses, on le reverra sur la diapo. Excusez-moi,
de distinguer en fait sur le plan de prise qu'on peut éditer depuis le logiciel. On ne peut pas différencier les traitements en autonomie ou non par le patient. Donc ça, c'est à étudier pour voir comment on peut améliorer ce point. Et c'est une thématique qu'on a communiquée en communisme et lors de la semaine sécurité patient qui correspondait tout à fait à la thématique de l'année 2023, patient acteur de sa santé. Donc là, vous retrouvez la copie d'écran du nouveau DPI côté dossier de soins, où donc on retrouve par exemple ici la metformine cochée en auto-administré par l'IDE. Parmi les faiblesses, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'absence de possibilité de distinguer les traitements qu'on voudrait imprimer, notamment ne laisser que l'impression des traitements auto-administrés par le patient pour que ce soit plus lisible pour lui avec le pilulier remis en chambre. La période de lancement qui correspondait à une période sur laquelle il y avait une multitude de projets institutionnels et puis en parallèle l'appropriation du nouveau DPI. Et faiblesse importante sur laquelle on est en cours, c'est la sécurisation, comme beaucoup d'entre vous, des traitements en chambre. Et donc, on est parti plutôt sur l'idée de coffres sécurisés mobiles, à voir si on les attache, enfin, si on les fixe sur les tableaux sur les tables de chevet, pardon. Et donc, c'est des coffres qui seraient du coup plus facilement à hauteur pour nos patients quand ils sont dans le lit ou au fauteuil, plutôt qu'effectivement, comme le remontait notre collègue tout à l'heure, dans le bas de la table de chevet, mais avec des coffres qui pourraient s'ouvrir soit à clé, soit à code ou à empreinte digitale. Il y a les 3 systèmes d'ouverture et de sécurisation sur les coffres. Donc ça, on est en attente. On a fait le chiffrage est fait et les commandes sont en cours. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ou s'il y a des questions. Pour notre part, c'est clair. Pour autant, alors, je ne sais pas si on peut prendre la question maintenant parce qu'on a encore Arras et Amiens à passer. J'ai pas trouvé par contre dans les spectateurs Arras. Donc je préférerais, si ça vous dérange pas, qu'on passe la présentation d'Amiens et qu'ensuite on réponde à la question qui est dans les QR. Comme ça va nous permettre de tenir un petit peu les délais voilà, et de vous libérer aux heures qu'on avait prévues. Monsieur Bourgeois, Madame Delair, je peux passer votre présentation? Vous êtes connecté? Vous êtes Oui, OK? c'est bon pour moi en tout cas, pour Hugues Bourgois. Je ne vais pas forcément me baser sur le diaporama, mais j'essaie de faire une synthèse par rapport à tout ce qui a été dit déjà. Excuse-moi, Hugues, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Ah, vous m'entendez pas bien? Pas très bien. Attends, je vais voir si je peux augmenter un peu le son. Tac. Est-ce que ça va mieux comme ça? Je vous entends. J'espère que voilà, pour tout le monde, ça va. Vous entendez bien là? Là, Oui, oui, c'est bon, oui, parfait. Ah, bon, non, mais je parle peut-être un peu loin du micro. Alors, donc, je disais, je ne vais pas me baser sur le diaporama, je vais essayer de faire une synthèse par rapport à tout ce qui a été dit là. Tout d'abord, je vais prendre quand même 15 petites Ça, c'est secondes. pour un patient? Oui. Je vais prendre 15 petites secondes pour remercier notre équipe de Mater, notamment Fabienne Lebel, qui est la sage-femme coordinatrice, et puis Fanny Couture, qui est la cadre du service, qui sont à fond dans le projet et qui travaillent fort. Nos 3 pilotes du groupe médicaments, le pharmacien Mohamed Bedjout, c'est important de dire avec qui on travaille, Corinne Delair, qui est la CADSUP de santé, qui est référente du groupe médicaments, ainsi que sa collègue Nathalie Caudel, et enfin Isabelle Pesquet, qui est une infirmière référente du DPI, qui nous fait avancer sur le sujet. 10 petites secondes aussi pour vous remercier, vous, SRA et Omédite, pour votre accompagnement. Ça permet de mettre des jalons et de suivre l'avancée du projet et de nous motiver à bouger. Et donc, je commence tout de suite la petite présentation. La PAM, on a décidé de la faire porter en premier lieu sur le service de maternité qui a 44 lits d'obstétrique et de GHR. Tout comme Calais, en fait, on faisait déjà de la PAM déguisée avec des profils de patientes qui s'y prêtent.
comme c'est un séjour assez court, des patientes majoritairement autonomes et communicantes et qui sont assez peu médicamentées à domicile. Donc c'est déjà là un profil très particulier aussi, il faut le souligner. Sur ce qui a été fait et les points de départ. En gros, les points de conformité au référentiel, bah, c'est déjà qu'on a un dossier de patient informatisé, ça c'est pas mal, qu'on a une prescription qui est informatisée, et puis qu'on avait déjà une traçabilité de l'autonomie de la patiente à chaque prise de poste. Alors, pas forcément avec un niveau de statut PAM 0, 1, 2, 3, mais simplement avec une autonomie en modalité oui, patiente autonome ou non, patiente pas autonome. Chez nous, on utilisait également un pilier nominatif qui est remis à la patiente avec une distribution des traitements par les sages-femmes postée en 12 heures. Et donc, la réévaluation toutes les 12 heures de l'autonomie. Ce qui manquait maintenant et ce qui nous manquait en début, c'est qu'en menant la réflexion, on s'est dit oui, on a quand même certains trous dans la raquette au niveau de la sécurisation. Il y a vraiment une approche sécurisation de la prise en charge médicamenteuse avec la PAM. Il n'y avait pas d'information sur l'information de la patiente sur le fait qu'elle allait prendre ses traitements d'autonomie, pas de recueil du consentement à proprement parler. Et pas de sécurisation du traitement en chambre. Donc sur tout ce qui est information, traçabilité du consentement, ça, il a été décidé de le faire en consultation avant l'hospitalisation ou le jour de l'arrivée de l'hospitalisation. La sécurisation en chambre, on l'a déjà abordé. On cherche des dispositifs. Hein. Chez nous, le digicode, type digicode qu'on peut retrouver dans l'hôtel, a été testé. Ça a été un échec. Le code oublié, à rebooter, c'était compliqué. Donc, on va se diriger vers la solution qui a été présentée là, qui semble pas mal. Bloquer un petit tiroir avec une sécurité un peu type sécurité enfant. Ça semble être plus adapté. On va le tester à la population accueillie. Et puis, je disais, ouais. Sur votre partie des traitements, c'est vrai que ça fait aussi un peu écho à la question que Mme Couffin pose dans le question-réponse, la gestion en fait des substitutions, avec le côté en fait des conditionnements unitaires hospitaliers, de tout ce qui est traitement, voilà, avec lesquels vos patientes arrivaient, leur traitement personnel arrivait à domicile. Donc C'est vrai oui, que ça fait. oui, c'est vrai que de toute façon, le traitement personnel est repris, hein, donc ce n'est que le Mhm. traitement hospitalier qui est donné. Hein. Mhm. On est dans la règle. Par contre, se poser la question, ça c'est un petit peu à la marge, mais on a une dizaine de spécialités qui ne sont pas en dose unitaire, donc elles n'étaient pas forcément déblistérées, mais en tout cas, ça peut être découpé sans identification jusqu'à la prise du patient. Et pour l'heure là-dessus, on n'a pas de solution puisque notre PUI ne reconditionne pas à l'heure actuelle. Il y a un projet peut-être au niveau plus global, GHT ou autre, mais là, sur ce point-là, on n'a pas énormément avancé. On sait que pour une dizaine de spécialités, ça va poser souci sur l'identification jusqu'au lit de la patiente. Alors, en point vraiment bloquant, sur lesquels là, on se pose encore beaucoup de questions. Enfin, à part cette identification du traitement jusqu'à la prise, c'est la remise du plan de traitement à la patiente. Puisque, comme tout le monde, là, on se trouve confronté à un DPI qui ne le permet pas, qui ne permet pas de faire en sorte que la patiente sur une tablette, par exemple, puisse renseigner ce qu'elle a pris. Et ça nous forcerait à éditer quelque chose qui n'est pas forcément très lisible, à faire remplir sur le papier par la patiente. Et une fois qu'elle a rempli, qu'est-ce qu'on en fait? On le rescanne dans le dossier, on le détruit. C'est compliqué, puis ça ne va pas trop dans nos politiques de développement durable. Donc là, nous, on a un vrai frein par rapport à la remise du plan de traitement à la patiente, sur lequel on ne veut pas aller vers une réédition papier. Deuxième gros point bloquant qu'on a, c'est la traçabilité de la prise effective du traitement. Parce que c'est pareil, notre dossier patient informatisé nous permet bien de tracer, mais de tracer une seule fois. C'est-à-dire
soit on trace le fait que le traitement a été distribué, soit on fait, comme dans l'ensemble des services, on trace que le patient a été administré au patient. Et là, du coup, le choix qui a été fait en maternité pour l'instant, c'est de tracer le fait que le traitement a bien été distribué pour éviter les risques d'oubli ou autres. Mais revenir dans le dossier quand on n'a pas la place ou que ce n'est pas prévu, tracer quand la patiente a bien pris son traitement, là, c'est plus compliqué. Et j'entendais, comme Calais le disait, ça peut devenir très chronophage. Il y avait un Donc établissement qui avait fait, excusez-moi Hugo, c'est vrai qu'il y avait un établissement donc, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est le CRF qui avait fait cet essai-là, et ça fait partie pareil des freins. Donc il ne peut pas s'exprimer aujourd'hui, mais voilà, en tous les cas, on rebondit sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'était le frein principal, à savoir comme vous, il ne pouvait pas faire les deux actions, et il s'était essayé justement à tracer une première fois et venir réécraser après. Ça a été une usine à gaz pas possible et ils ont préféré complètement arrêter parce que ça devenait impossible d'aller repartir sur chacune des lignes pour aller repositionner la réelle administration et non plus la distribution. Au final, la remise versus la réelle administration. c'est ça. Et il faut penser qu'on est à l'échelle d'un CHU, donc avec un Mm. dossier commun qui est utilisé de la même manière un petit peu pour tout le monde. Et c'est compliqué de rajouter des fois des cases ou pas, mais là, de toute façon, l'expert ne le permet pas. Mais si on pouvait rajouter un moment de distribution et un moment d'administration, c'est pareil, il faudrait que ce soit bien communiqué à l'ensemble de la structure. Mais de toute façon, le sujet se pose pas. Donc voilà où on en est actuellement. On a tout de même eu la volonté de continuer, malgré ces petites choses qui ne sont pas encore cadrées, la PAM. Et avec ce qui a été apporté en termes d'avancement de sécurisation, on va les demander aux patientes qui en bénéficient ce qu'elles en pensent. Donc, on a préparé un petit questionnaire là, qui est en cours de validation, sur lequel on va leur poser des questions très simples, à savoir déjà, si elles ont été informées à un moment ou à un autre qu'elles allaient être en gestion autonome de leur traitement, parce que ça, il faut qu'on verrouille que nous, l'information est bien passée. En deux, on va leur demander, pareil, très simplement, si elles savaient toujours ce qu'elles avaient dans leur pilulier, si elles ont été en difficulté à un moment donné ou à un autre dans la prise en charge de leur traitement, et aussi comment elles considèrent la gestion du médicament dans le service, et si elles ont tout commentaires qu'elles peuvent apporter en bien ou en mal pour améliorer le système. Donc voilà en très résumé où on en est à l'heure actuelle. On continue à avancer, mais on a des vrais points de blocage. Merci, voilà, de ces retours. Et comment ça s'est passé alors par rapport à la certification, parce que vous étiez un peu dans dans le même état de calendrier que le CRPCV. Comment ils sont passés, ils vous ont, voilà, il y a eu des choses particulières qui vous ont été dites ou pas ou... Alors, au niveau de la certification, les experts ont porté un gros focus sur la traçabilité au dossier de l'autonomie des patients. Ce qui n'a pas posé de souci en maternité, mais ce qui a plus posé des soucis dans d'autres secteurs hors PAM, tels les hôpitaux de jour en fait. Voilà, vraiment sur hôpitaux de jour, là où la frontière est ténue avec l'utilisation des traitements perso et compagnie, ils ont beaucoup plus focusé là-dessus que sur le reste. Au niveau de l'évaluation type PAM, euh, ils ne sont pas allés jusqu'à la sécurisation en chambre, etc. On voit que voilà, ils vont monter, je pense, en puissance. Mais pour l'instant, c'est resté assez basique, on va dire, sur les exigences, c'est-à-dire que
on ait la trace comme quoi, et on ait demandé à la patiente comme quoi elle pouvait gérer son traitement, que ce soit préparé dans les règles de l'art sur prescription, qu'on ne laisse pas les traitements de la patiente dans sa chambre, enfin tout son traitement dans sa chambre. Voilà, on est resté sur les règles, on va dire, de base. Merci de ces précisions, parce que c'est vrai que ça fait partie quand même des questions qu'on suit. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de l'hospice de jour, hein, ça faisait partie des questions qu'on avait eues aussi sur la possibilité de développer un PAM en hospice de jour. Donc, vous savez pas forcément partie des choses qu'on voilà, qu'on incite à faire parce que ça reste quand même très très compliqué dans le cadre de recueil. Et puis encore une fois, ça on l'avait dit assez rapidement à certains établissements qui étaient rentrés en contact avec nous au moment voilà, du tout début de l'expérimentation. Il faut faire très attention à ne pas utiliser, entre guillemets, ou en tout cas ne pas croire que le PAM est là pour essayer de solutionner les problèmes de recours au traitement personnel lors de l'hospice de jour, hein. L'hospice de jour, dans le cadre du PAM, c'est vrai que, bon, et je le dis avec des pincettes, il pourrait être fait, mais dans le cadre d'un hospice de jour itératif où voilà, on sait que le patient est en mode régulier, pas du tout sur de l'embu sur quelques heures où on va se retrouver dans le temps à se retrouver avec tous les problèmes qu'on a autour, de manière générale, autour du traitement personnel, à savoir déjà l'identification du traitement, le recueil de l'ensemble des traitements, la prescription par le médecin responsable de l'hospice de jour. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'invite pas forcément les établissements dans le cadre de l'hospice de jour d'Ambu à aller se déployer sur le PAM pour aller essayer de solutionner leurs problèmes de gestion de traitement perso. Alors, je le dis avec ces mots-là, hein, c'est volontaire, hein, c'est volontairement provocateur, mais on sait très bien, voilà, parce qu'on a pas mal d'établissements qui nous ont sollicité là-dessus sur la gestion du traitement perso, et le PAM n'a pas du tout vocation à ça, vous l'avez vu, c'est quand même assez conséquent. Et le focus vraiment le plus important il faut, vous voyez, c'est vraiment comment, en termes de responsabilité établissement, faut mettre le paquet sur en fait le côté évaluation de l'autonomie et réévaluation régulière de l'autonomie pour en fait vraiment gérer ce risque autour de je mets à disposition du patient dans le cas d'une hospice son traitement tel qu'il le sera bien sûr après à domicile, mais tout en se disant qu'on est quand même encore en établissement de santé avec les côtés de sécurisation des stockages. Et le frein, vous l'avez très bien tous exprimé, un des freins principaux qu'on retrouve partout, et bon, je ne pense pas qu'on aura peut-être le temps là, mais on verra lors du retour national. Un des freins qui est énorme, c'est vraiment cette impression du plan de soins le plus actuel possible, rapport à la temporalité entre l'administration, l'auto-administration, et puis l'actualisation des traitements tel que ça bouge en fait dans un établissement sanitaire. Alors, on a vu une question dans le chat rapport à l'expérimentation HAD. En région de France, on a volontairement écarté les HAD. On sait qu'il y a d'autres régions qui en ont embarqué. Donc, au national, voilà, on vous reportera ce qui aura pu être échangé, et on verra voilà, si on accompagne ou pas dans la région d'autres établissements uniquement HAD cette fois-ci sur les suites sur le site du déploiement. Quoi d'autre? J'ai vu qu'il y avait quelques questions en fait de la part de Madame Couffin, voilà, dans les questions-réponses. Donc il y avait une question, je ne sais pas si tout le monde le voit, donc je vais la poser ouvertement aux établissements qui sont encore connectés, établissements accompagnés. Comment est-ce que vous avez, est-ce que ça a été un problème en fait pour vous, les substitutions rapport à vos livrets, et globalement, comment est-ce que vous avez maintenu voilà, les traitements que le patient prenait à domicile, rapport au risque de confusion qui peut être fait entre un traitement auquel il est habitué, donc le fameux voilà, le générique par rapport au livret. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent répondre, ou c'est encore trop tôt par rapport au déploiement qui a été fait? Je peux essayer de répondre, moi, en tout cas. Allô? Ouais. Oui, 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 je vous en on vous prie, on entend. vous entend. Donc, très concrètement, lors de l'entrée, évidemment, les traitements personnels sont mis de côté.
Mais malgré tout, on a donc SSR cardio, le patient repart après au domicile. Donc l'idée, c'est de ne pas trop perturber ses repères aussi, notamment si on est amené à préparer des piluliers. Déjà, la base, c'est qu'effectivement, l'identification avec le blister est favorisée. Tout est identifié, en tout cas avec nos logiciels, on n'est pas trop embêté parce que tout est identifié en DCI, mais je crois que c'est réglementaire. Hein. Donc, en principe, la question se pose plus, c'est-à-dire que si c'est prescrit, mon plan de soins va sortir enfin, avec les DCI et entre parenthèses les traitements. Donc, si c'est des équivalences strictes, Princeps DCI, il n'y a pas trop de problème. Si on a des adaptations au livret, en général, mon logiciel Osiris, sauf quand c'est des traitements où c'est deux spécialités associées. Mais sinon, je fais des équivalences automatiques, c'est-à-dire que, ben, je ne sais pas, un oméprazole dose forte va aboutir à un pantoprazole dose forte parce que c'est ce que j'ai au livret. Voilà. Si c'est des associations type, je ne sais pas, statine plus ezetimibe, je vais j'ai la possibilité de mettre en commentaire du traitement donc l'association des composés au livret. Et donc, ça permet de toujours cadrer l'information. Et si le cas du traitement où on a, par exemple, une personne avec du lévothyrox et qui ne veut vraiment pas entendre parler de ce que j'ai au livret et qui veut son traitement, quoi qu'il se passe, donc là, on va prescrire hors livret et le médecin a pour consigne et c'est à peu près bien respecté, hein, en général, sinon je le mentionne. Dans le commentaire sous la ligne, donc il y a la possibilité de mettre un commentaire et donc indiquer utilisation du traitement personnel. Ce qui fait que on cadre et donc ça veut dire que le traitement personnel du patient va être intégré dans le bac nominatif mensuel et donc il va être utilisé pour la gestion. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, après, c'est de la vigilance et de la surveillance. Donc traitement hors livret, comme ça on a bien les dénominations et on a également les interactions médicamenteuses qui peuvent être soulevées, parce que des fois, si on prescrit vraiment en manuscrit, il y a toujours le risque de ne pas prendre en compte des interactions qui ne seraient pas vues. Donc je préfère que ça soit prescrit hors livret avec le commentaire utilisation du traitement personnel. Voilà. Merci pour cette réponse très pratique. On va pas tarder à clôturer les webinaires. On a largement en fait dépassé largement. On a dépassé d'une demi-heure en fait voilà l'horaire prévu. On n'a pas pu malheureusement faire le retour d'Aras pour autant. Il est présent dans la présentation qui sera mise à disposition sur nos sites respectifs. Donc rapidement, voilà, vous aurez sur la présentation en lien les pages, les pages sur lesquelles sont positionnés en fait, voilà, le webinaire régional. Donc on vous rappelle le premier webinaire avec les liens vers les infographies, les replays et la fac Hauts-de-France qui avait été validée en collaboration avec la HAS. Sur la seconde page, vous retrouverez de ce fait la restitution ainsi que pareil sur la page du RSQ. On vous a mis en lien hypertexte les endroits où vous retrouverez nos présentations. Ensuite, juste très rapidement pour vous dire qu'on avait intégré dans le cadre de la semaine sécurité patient 2023 tous les documents donc à novembre des patients en auto-administration, donc tous les outils qui avaient été réalisés en interrégional. Donc ils sont positionnés dans la section SSP 2023 et l'ensemble des Omédites les avait relayés à l'occasion de la semaine sécurité patient. Donc vous retrouverez en lien rapide voilà l'ensemble des vidéos, des e-learning, des grilles d'audit, les flyers sur les arbres décisionnels, les flyers sur les retours d'expérience des différentes régions. Et on vous remercie encore tous, aussi bien vous participants qu'établissements accompagnés. Voilà, prochaine étape, la restitution nationale au 21 mars, où on y va avec une partie de ce fait des équipes de la région Hauts-de-France.
Ça a été très riche d'informations terrain, d'échanges, que ce soit sur les DPI, sur les fonctionnements, sur les dispensations. Bref, vraiment, on remercie l'ensemble des équipes projets des 7 établissements. Voilà, que ça ait entre guillemets fonctionné ou pas, que ça soit encore en cours, vraiment, ça a été extrêmement enrichissant de pouvoir partager cette année d'accompagnement avec vous. Ça a permis aussi, hein, je pense, un Noël, en tout cas pour ma part, de faire évoluer vraiment notre vision aussi ce qu'on attendait en fait au niveau du terrain à travers les audits croisés PECM comme DMI, clairement. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un peu bougé les choses. Et puis bah, vous pouvez compter sur nous pour la suite, à savoir la réalisation des outils hein, qu'on a fait pour l'accompagnement. Le temps entre guillemets de les formaliser, on les mettra sous peu en outils disponibles à la région. Et puis pour vous faire un retour, dès qu'on aura voilà, le partage avec les autres régions, bah, le partage des retours au national. Noël, je te laisse. Merci, ouais, vraiment merci aux établissements qui ont bien voulu faire ce parcours avec nous. Voilà, c'était vraiment des échanges très intéressants et comme tu disais, Cynthia, ça nous a vraiment permis aussi à nous d'avancer aussi sur les pratiques. Et puis, merci à tous ceux qui sont connectés à ce webinaire et on vous enverra donc très prochainement les liens vers le replay et le PowerPoint. Ouais, on vous enverra les liens parce que le diaporama ne passe pas, clairement, les boîtes Trop mail. lourd. On préfère vous le dire. Donc, il sera hébergé d'ici la fin de la semaine sur nos 2 sites avec voilà, l'ensemble des outils que vous aurez pu voir attachés. Un grand merci à vous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas, on reste disponible si vous avez encore des questions. Il y a un petit formulaire du moment où vous allez nous quitter qui va apparaître. Si vous pouviez voilà, le remplir, ça va vous prendre 2-3 minutes tout au plus. Et suivra voilà, un message de rappel à J+1 pour remplir cette enquête et puis voilà, récupérer également nos coordonnées. Un grand merci à vous tous. Une bonne fin de journée. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.